Nous vous proposons un déshabillé spécial Cécile Duflot. Bonjour à tous et bienvenue sur Public Sénat. À suivre aujourd'hui sur notre antenne l'examen du projet de loi relatif à la Poste. C'est à suivre sur Public Sénat à partir de 18h30. Mais avant cela, je vous propose de suivre la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire du projet de loi relatif au transport ferroviaire. Ce texte prévoit la transposition d'une directive européenne qui doit permettre l'ouverture à la concurrence du transport international de voyageurs. Mais ce qu'il va falloir suivre cet après-midi, ce sont les différentes interventions des sénateurs socialistes. Ils ont décidé de s'inscrire pour prendre la parole sur cette commission mixte paritaire pour retarder l'examen du projet de loi relatif à la Poste. Tout de suite donc direction l'hémicycle. Bon après-midi à tous sur Public Sénat. L'ordre du jour appelle l'examen des conclusions de la commission mixte paritaire chargée d'élaborer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à l'organisation et à la régularisation des transports ferroviaires et guidés et portant diverses dispositions relatives au transport. Dans la discussion générale, la parole est à Monsieur Francis Grignon, rapporteur pour le Sénat de la commission mixte paritaire. Bonjour. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous voici donc parvenus au terme d'un long processus législatif qui a débuté pour le Sénat en octobre 2008 avec une séance publique qui s'est déroulée en février-mars de cette année et qui s'est poursuivie à l'Assemblée nationale en septembre. La commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions relatives au transport s'est réunie mardi dernier à l'Assemblée nationale et j'ai aujourd'hui l'honneur et le plaisir de vous présenter les principales conclusions de cette commission. Mais avant toute chose, permettez-moi de vous remercier, Monsieur le Président de la Commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire du Sénat, notre collègue Jean-Paul Émorine, mais aussi Christian Jacob, président de la Commission du développement durable de l'Assemblée nationale, qui a d'ailleurs présidé avec le président Émorine les travaux de la commission mixte paritaire. Je voudrais également féliciter Monsieur Yannick Paternotte, rapporteur de l'Assemblée nationale, dont les préoccupations en matière de développement de fret ferroviaire rejoignent celles du Sénat. Nous aurons d'ailleurs l'occasion au Sénat d'examiner en détail la problématique du fret à travers un rapport d'un groupe de travail que votre commission de l'économie, du développement durable et de l'aménagement du territoire aura à produire vraisemblablement au cours du printemps de l'année prochaine. Mes chers collègues, le travail parlementaire a permis d'enrichir de manière substantielle le texte du projet de loi puisque nous sommes passés de 25 à 53 articles à l'issue de la procédure d'urgence. Rappelons brièvement les 4 grands axes du projet de loi. Premier axe, il s'agit de mettre la France en conformité avec les dispositions des premiers et troisièmes paquets ferroviaires. Parmi les mesures prévues figure l'autorisation du cabotage international de voyageurs à partir du 13 décembre 2009. Autrement dit, toute entreprise ferroviaire qui exploite des services de transport international de voyageurs pourra demain, du moins après le 13 décembre, si elle le souhaite, assurer des dessertes intérieures en France à la condition expresse que l'objet principal du service soit le transport de voyageurs entre les gares situées dans les États membres différents de l'Union européenne et que cette activité ne porte pas atteinte à l'équilibre économique d'un contrat de service public. Ce point est important. Nous l'avons bien sûr interprété à l'Assemblée nationale comme au Sénat, que cet objet principal de service correspond à peu près 75 à 80% de l'activité et non pas, comme certains puristes voudraient l'évoquer, à 50,001%. Deuxième axe, il convient d'instituer une autorité de régulation des activités ferroviaires qui sera en quelque sorte le gendarme du réseau ferroviaire national, afin d'organiser la concurrence entre les entreprises de fret ferroviaire qui existent déjà et demain entre les entreprises de transport de voyageurs.
Il était en effet indispensable de créer une autorité indépendante qui veillera à ce que l'accès aux capacités d'infrastructure sur le réseau soit accordé de manière équitable et non discriminatoire. L'ARAF, c'est ainsi que nous l'avons appelé, devra aussi donner, et c'est important, un avis conforme sur les péages qui constituent la rémunération de Réseau ferré de France. Concernant l'avis motivé de la Commission européenne adressé à notre pays il y a quelques semaines, nous avons eu ici même ce jeudi 27 octobre un débat avec la Commission des affaires européennes et Monsieur le secrétaire d'État chargé des Transports sur ce sujet, et je crois pouvoir dire que les dispositions du présent projet de loi répondent très largement aux préoccupations de la Commission. Le troisième axe du texte regroupe diverses mesures relatives à la route. D'une part, il s'agit d'aménager le régime juridique de certaines concessions routières relatives, entre autres, au tunnel sous le Mont Blanc. D'autre part, sur le modèle justement du cabotage international de voyageurs par train, le texte permet aux poids lourds internationaux de marchandises d'effectuer sous de strictes conditions les prestations sur le territoire français. Naturellement, l'État devra mettre en œuvre tous les moyens de contrôle dont il dispose pour s'assurer que cette mesure ne crée pas une concurrence déloyale pour les transporteurs de notre pays. Il a été à cet effet suggéré des carnets de route à souche avec des numéros bien identifiés, nous verrons. Enfin, le dernier axe a trait à l'aviation civile et poursuit plusieurs objectifs. Le texte du projet de loi redéfinit la mission d'équipage, la durée et le régime de travail du personnel navigant de l'aéronautique civile. En outre, il modifie les règles de représentativité syndicale des personnels navigants techniques afin de tirer les conséquences de la loi de 2008 portant rénovation de la démocratie sociale et réforme du temps de travail. Sur ces questions essentielles, j'ai la faiblesse de penser que le Parlement a trouvé la voie du consensus entre les principales organisations syndicales représentatives. Voilà brièvement rappelé la philosophie de ce projet de loi. Le texte qu'a élaboré la commission mixte paritaire n'a finalement apporté que 2 modifications, essentiellement rédactionnelles, par rapport au texte issu des débats de l'Assemblée nationale. L'une portant sur l'article 23 septies relatif au contrat de déménagement, l'autre relative à l'article 26 bis et concernant les volumes de protection environnementale. Si nous avons aujourd'hui un texte qui s'éloigne peu du texte élaboré par les députés, c'est principalement parce que nos collègues de l'Assemblée nationale n'ont pas remis en cause les principaux apports du Sénat et que les dispositions qu'ils ont ajoutées au texte étaient pertinentes et bienvenues. J'aimerais néanmoins, pour conclure, évoquer l'article 2 bis A, qui n'a pas été remis en cause en commission mixte paritaire, relative à la RATP et au syndicat des transports d'Île-de-France, introduit à l'Assemblée nationale par voie d'amendement gouvernemental, qui a suscité bien des interrogations. Je dois avouer au préalable qu'il eût été préférable d'examiner ces dispositions très importantes en février dernier au Sénat, plutôt que de les découvrir en commission mixte paritaire. Je souhaite à l'avenir que le gouvernement s'attache autant que possible à anticiper les transpositions des directives et la bonne application des règlements communautaires. Sur le fond maintenant de cet amendement, je tiens à déclarer très clairement que les choix retenus sont tout à fait justifiés, que les inquiétudes et les craintes exprimées ici et là sont infondées. Quels sont les objectifs poursuivis par cet article? Finalement, il y en a 2. D'une part, aménager intelligemment la fin du monopole des opérateurs historiques dans le domaine du transport public en région Île-de-France. Ainsi, les contrats en cours conclus avec les entreprises de transport par bus se poursuivront au maximum pendant 15 ans, à compter de l'entrée en vigueur de la loi, cette période étant portée à 20 ans pour le tramway et 30 pour le métro et le RER exploités par la RATP. Je précise à cette occasion que tous les projets de construction de nouvelles lignes seront soumis à des appels d'offres ouverts à la concurrence, ce qui fera de Paris l'une des villes les plus concurrentielles en Europe sur cette question. D'autre part, le deuxième objectif de cet article est de répartir les actifs entre la RATP et le STIF. En contrepartie du transfert de matériel roulant de la RATP vers le STIF, la régie
se voit confier comme mission de gérer l'ensemble du réseau d'infrastructures de transport francilien. Cet échange équilibré est tout à fait pertinent, car il garantit l'unité de gestion de ce réseau et protège la capacité d'emprunt du STIF sur les marchés financiers. Voilà, Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, les éléments que je souhaitais mettre en exergue. En définitive, la commission mixte paritaire a élaboré un texte équilibré qui a pleinement pris en compte les souhaits du gouvernement ainsi que les préoccupations des députés et des sénateurs. C'est pourquoi, mes chers collègues, je ne peux que vous inviter à le voter. Merci, Monsieur Gagnon. La parole est à Monsieur Benoît Apparu, secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme. Monsieur le ministre, vous avez la parole. Monsieur le Président de la Commission, Monsieur le rapporteur, Mesdames et Messieurs les sénateurs, je tiens tout d'abord à excuser Dominique Bussereau, qui n'a pu être là aujourd'hui. Il représente en effet la France en Syrie pour défendre nos intérêts sur la réalisation du métro de Damas et pour le port de Latakia. Nous voilà arrivés, Mesdames et Messieurs les sénateurs, au terme de notre parcours législatif sur la loi relative à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires et portant diverses dispositions de transport. Je tiens en premier lieu à remercier le travail approfondi fourni par votre Haute Assemblée et plus particulièrement par votre Commission des affaires économiques et bien évidemment notamment son président Jean-Paul Émorine et votre excellent rapporteur Francis Grignon. Je pense que cette loi restera une étape importante dans le domaine des transports. Elle traite en effet des transports ferroviaires et guidés, des transports urbains, des transports routiers, des transports aériens et de l'école de la marine marchande. Il ne manque en fait que le transport fluvial pour être complet. Cette loi permettra notamment de transposer dans la législation française plusieurs directives et règlements européens et notamment, le rapporteur vient de l'évoquer, le troisième paquet ferroviaire. Grâce à elle, la France va se mettre en conformité avec les exigences européennes, comme vous l'avez expliqué Dominique Bussereau le 22 octobre dernier, ici même. Qu'apporte cette loi? Elle poursuit d'abord le processus d'ouverture progressive à la concurrence des transports. Initiée il y a quelques décennies sous l'impulsion de l'Union européenne, cette ouverture a d'abord concerné le transport routier, puis le transport aérien, et elle s'exerce dans le domaine ferroviaire de marchandises depuis le 31 mars 2006. Il ne s'agit pas pour nous de nous cacher derrière l'Union européenne qui nous imposerait une concurrence que nous serions contraints de subir. Je crois profondément aux avantages de la concurrence pour le développement des transports. Elle profitera à ses clients, aux chargeurs comme aux voyageurs. De fait, qui peut nier, par exemple, que c'est grâce à la concurrence pour le transport aérien que ce dernier est devenu accessible à tous et qu'il n'est plus réservé à une clientèle d'affaires. Cette concurrence a incité les compagnies aériennes à trouver des modes d'exploitation plus efficaces, comme les hubs par exemple, qui offrent aux clients un maximum de choix de destination, et c'est également cette concurrence qui nous aura permis d'amener de l'innovation au travers du modèle low cost. De la même manière, le transport ferroviaire de fret a bénéficié de l'ouverture à la concurrence, avant bien évidemment que la crise économique actuelle ne vienne brutalement le frapper. En Allemagne, en Grande-Bretagne, aux Pays-Bas, la concurrence du transport de marchandises a entraîné une hausse sensible des trafics. Aujourd'hui, en France, 7 entreprises ferroviaires, autres que la SNCF, circulent d'ores et déjà sur notre réseau ferré national. Leur part de marché s'est déjà sensiblement développée. Elle représentait environ 5% en 2007. En 2008, elle approchait les 10% et même 13,4% en juillet dernier. La loi que nous examinons aujourd'hui précise donc les modalités d'ouverture à la concurrence des services ferroviaires internationaux de voyageurs à compter du 13 décembre prochain et des transports collectifs urbains en Île-de-France à compter du 3 décembre prochain. Et permettez-moi bien évidemment de m'arrêter quelques instants sur ce dernier point
que les circonstances n'ont pas permis d'examiner ici au Sénat. Et je souhaite, devant vous, clarifier la portée exacte de cet article. Il a pour objet de préparer l'ouverture à la concurrence des transports urbains en région Île-de-France, ouverture imposée par la réglementation européenne à compter du 3 décembre 2009, c'est-à-dire dans un mois. Il ne concerne ni le réseau RFF, ni la SNCF. Il se borne à transcrire à l'Île-de-France une situation qui, je vous le rappelle, existe dans toutes les agglomérations françaises. Le choix du gouvernement est une ouverture équilibrée dans l'intérêt des usagers. Une mise en concurrence pour les nouveaux services institués à compter du 3 décembre 2009 et une ouverture progressive sur les services existants, les bus dans 15 ans, les tramways dans 20 ans et les métros dans 30 ans. L'idée, évidemment, est de ne pas désorganiser les services en place de la RATP. Par ailleurs, le gouvernement confie à la RATP la responsabilité de la gestion des infrastructures. C'est une évidence que la RATP doit avoir cette gestion pour des raisons de cohérence et pour des raisons de sécurité. Parce que nous croyons, nous, au service public de transport en région Île-de-France. Et je voudrais vous rappeler que cet article ne spolie en rien le STIF de ses actifs. Il assure une répartition des biens qui donne au STIF les moyens concrets de mettre en concurrence des futurs exploitants et à la RATP les moyens de jouer pleinement son rôle de gestionnaire des infrastructures. Le STIF devient propriétaire du matériel roulant, actuellement propriété de la RATP, et la RATP devient propriétaire de toute l'infrastructure, sachant qu'aujourd'hui, elle en est déjà propriétaire de la moitié. Cet échange de biens, qui se fait dans les deux sens, est un échange équilibré. Et cet article donne au STIF la capacité de confier l'exploitation des nouvelles lignes et à terme des lignes existantes après une mise en concurrence et de jouer ainsi pleinement son rôle d'autorité organisatrice de transport. Certains auraient aimé aller plus loin en ouvrant à la concurrence les transports ferroviaires régionaux de voyageurs. Dominique Bussereau a dit à plusieurs reprises qu'il y était favorable. Le comité des parties prenantes, présidé par le sénateur Grignon, doit en préciser les modalités pratiques concernant les personnels, les matériels roulants et les services en gare, modalités qui présideront à une future expérimentation. Nous devons veiller à ce que la concurrence dans les transports s'effectue dans des conditions équilibrées, loyales et parfaitement transparentes grâce à des dispositifs de régulation efficaces. Et je voudrais insister notamment sur deux points, revenir sur le secteur ferroviaire pour vous indiquer que les deux mesures phares de ce texte sont bien entendu la création de l'autorité indépendante de régulation ferroviaire et la création au sein de la SNCF d'une direction de l'exploitation. Ce service spécialisé, séparé du reste de l'entreprise, aura pour mission de gérer le trafic et la circulation sur le réseau ferroviaire national. Le Parlement a également insisté sur la neutralité de la gestion des gares pour une bonne concurrence. La création d'une direction des gares au sein de la SNCF va dans ce sens. Vous avez également souhaité un rapport du gouvernement sur un éventuel transfert des gares SNCF à fret, des gares fret, à RFF. Bien entendu, le gouvernement mènera les travaux nécessaires à la remise de ce rapport. Il ne juge toutefois pas opportun de décider un tel transfert au moment où, avec l'ensemble des opérateurs, au premier rang desquels Fret SNCF, il engage un grand plan de redynamisation du fret. Enfin, dans le transport routier de marchandises, l'encadrement du cabotage permettra à la profession d'envisager la concurrence européenne avec plus de sérénité. La loi prévoit également des dispositions permettant de mieux contrôler le respect de la réglementation de ce secteur. Je tiens enfin à souligner, pour conclure, que l'élaboration de ce texte a donné lieu à une concertation particulièrement riche et fructueuse, et je voudrais à nouveau saluer le travail réalisé par votre rapporteur, qui a su, je crois, être à l'écoute de tous les acteurs pour aboutir à une solution équilibrée et consensuelle.
Je vous remercie pour votre attention. La parole est à Madame Mireille Cherche. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, près d'une année après l'examen par notre Haute Assemblée de ce texte déclaré en urgence, nous voici réunis pour l'adopter dans sa forme définitive, telle qu'issue des travaux de la commission mixte paritaire. L'urgence, dans ce cas, visait donc plus à priver les assemblées d'une seconde lecture qu'à accélérer le processus législatif qui a été bien long. Nous déplorons ces nouvelles pratiques qui privent les parlementaires de leurs prérogatives. De plus, une seconde lecture aurait été utile au regard des nombreuses évolutions du texte, et notamment l'introduction d'un titre entier par rapport au projet de loi initial. Pourtant, sur le fond, la philosophie de ce texte reste bien la même. Il s'agit d'ouvrir à la concurrence les transports ferrés internationaux de voyageurs et maintenant routiers, grâce à l'intervention massive du gouvernement par voie d'amendement sur ce texte. Pourtant, nous continuons de penser qu'avant toute nouvelle déréglementation, un bilan des libéralisations aurait dû être réalisé afin d'étudier les conséquences concrètes en termes environnementaux, en termes d'emploi et de services publics des politiques européennes, affirmant la concurrence libre et non faussée comme l'alpha et l'oméga de toute politique publique. En effet, de manière mécanique, depuis maintenant des décennies, les institutions européennes auxquelles vous participez s'acharnent à prôner le démantèlement des services publics nationaux au nom de la modernité et de l'efficacité. C'est vrai pour le fret, c'est vrai pour le rail, ça sera vrai tout à l'heure pour la Poste. Mais que constate-t-on? L'ouverture à la concurrence n'a permis qu'une seule chose, que des opérateurs privés puissent faire des bénéfices dans des secteurs auparavant réservés à l'intervention de la seule puissance publique. Pour les usagers, c'est la double peine. Les tarifs augmentent et les services rendus se détériorent. Objet de la première directive de libéralisation, le fret ferroviaire n'a cessé de décliner depuis l'ouverture à la concurrence. À la politique de volume impulsée par le ministre Guessot, vous avez substitué une politique de rentabilité économique favorisant les autoroutes ferroviaires et abandonnant le wagon isolé. Pourtant, ces autoroutes n'ont de sens que si l'on renforce parallèlement le wagon isolé. Cette nouvelle politique de compétitivité au sein même du fret a laissé des territoires entiers et de nombreuses PME sans solution. Et moi qui suis une élue représentant dans le Massif central, je vous assure que de nombreuses PME sont sans solution. L'activité de fret a été filialisée, empêchant toute péréquation au sein de la SNCF entre les activités rentables et les activités non rentables. Et les effets d'annonce récentes de votre gouvernement et de la direction de la SNCF sont tronqués puisque le projet fret d'avenir, au lieu de permettre un essor du fret, entérine l'abandon pur et simple du wagon isolé. Ces décisions se font toujours au mépris des impératifs d'aménagement du territoire, du développement économique, du développement des PME dans ces territoires. Ainsi, malgré les déclarations d'intention lors du Grenelle de l'environnement, les actes posés par ce projet de loi et par votre gouvernement restent profondément anti-écologiques. Si un Conseil de développement durable du réseau ferré national, qui ne comprendra aucun parlementaire, je le souligne, est créé par cette loi, vous refusez toujours de reconnaître que l'activité de wagon isolé relève de l'intérêt général. Sacrifier cette activité, c'est pourtant mettre sur les routes des millions de camions supplémentaires. Cette idée que tout ce qui n'est pas rentable doit être abandonné n'est ni moderne ni écologique, comme vous voulez nous le faire croire. Cet impératif de rentabilité économique est inopérant si l'on se situe du côté de l'intérêt général et de la satisfaction des besoins du plus grand nombre.
être le garant de l'intérêt général est la responsabilité première de l'État et non, comme j'ai pu l'entendre dans les débats de l'Assemblée nationale, de veiller à la concurrence sans discrimination. Le marché, on le sait, ne se laisse pas réguler. À ce titre, nous déplorons que ce texte, par le biais des opérateurs de proximité, remette en cause l'unicité du réseau national et justifie que RFF se débarrasse d'une partie de son réseau, jugé non rentable à l'article 2, tout en envisageant de lui confier la responsabilité des gares de fret à l'article 2 bis. La modernité, ce n'est donc pas de laisser la main invisible du marché, ou plutôt la RAF, réglementer l'activité des transports. Être moderne, c'est investir pour moderniser les transports publics et les infrastructures afin d'améliorer leur efficacité et leur fiabilité. C'est également mailler le territoire en s'appuyant sur le réseau existant et le fortifier. La région Île-de-France, par le biais du STIF, a contribué à développer l'offre de transport sur cette région par des investissements massifs. Cela vous est insupportable et vous faites le choix, au détour d'un amendement plus que contestable, tant sur la forme que sur le fond, de transférer purement et simplement son patrimoine à la RATP. Au-delà de votre volonté inébranlable de remettre la main sur les transports en Île-de-France, voire sur le Conseil régional, nous l'avons bien compris, cet amendement pose un problème de fond. Vous martelez sans cesse que Bruxelles interdit les aides d'État. Vous prenez même cela comme justification pour ouvrir le capital de la Poste. Mais parallèlement, et de façon très surprenante, vous offrez gratuitement à la RATP un patrimoine gigantesque de plusieurs milliards. C'est un double discours difficile à entendre. Ce fameux amendement établit également un calendrier fixant à la concurrence pour les métros à 2039, soit dans 30 ans. Que traduit donc cet amendement, sinon votre volonté à vouloir faire dire au règlement OSP ce qu'il ne dit pas? En effet, ce règlement n'impose pas l'ouverture à la concurrence des transports régionaux et urbains, il encadre simplement les formes choisies par les autorités organisatrices. Comment ne pas faire le lien avec ce que proposait pour les TER notre collègue le sénateur Haenel en première lecture au Sénat, ou la proposition du député Mariton qui proposait de définir un échéancier pour ouvrir à la concurrence les TER, et vous l'avez rappelé, Monsieur le ministre, Monsieur le secrétaire d'État y est en effet favorable. Je vous rappelle donc une nouvelle fois la réponse de Nathalie Kosciusko-Morizet lors d'une séance de questions. Elle affirmait, je cite, que l'objet du règlement OSP n'est pas d'anticiper l'ouverture à la concurrence des services ferroviaires intérieurs. Vous n'avez à la bouche que les mots concurrence libre et non faussée, et ce alors même que tous les indicateurs sont au rouge, indiquant que ce modèle économique libéral est en total échec. Les conséquences sociales du règne du marché que subissent aujourd'hui de plein fouet nos concitoyens méritent une prise de conscience urgente sur vos erreurs et non d'accélérer l'ampleur de vos réformes. Dans votre logique, vous créez l'ARAF, nouveau gendarme ferroviaire, pour accompagner cette ouverture à la concurrence. Les pouvoirs qui lui sont confiés sont importants afin de garantir l'arrivée des nouveaux entrants dans des conditions favorables. Ces autorités de régulation dites indépendantes sont le nouveau modèle de la puissance publique afin de garantir transparence et indépendance. Mais la transparence, Monsieur le ministre, vous ne l'obtiendrez pas par un désengagement de l'État de ses responsabilités, mais bien au contraire en garantissant des espaces de démocratie. Mais de cela, vous êtes très loin. Suppression massive d'élus par la réforme des collectivités territoriales, muselage du Parlement par les nouveaux règlements des assemblées, suppression autoritaire de la taxe professionnelle, etc. La liste est longue. Cette autorité disposerait donc d'un pouvoir réglementaire et d'un pouvoir de sanction. S'agissant du pouvoir réglementaire, il s'agit d'un pouvoir par délégation, mais dans le silence du ministre, cette homologation est réputée acquise.
Ceci correspond à une grave atteinte au principe de constitutionnalité du pouvoir réglementaire. Sur le fond, nous trouvons que la concentration de ces pouvoirs dans les mains de personnalités qui ne seront pas comptables de leurs actes est absolument scandaleuse. D'autre part, nous renouvelons notre opposition à la supériorité de l'ARAF sur l'établissement de sécurité réaffirmé par l'article 9 de cette loi qui indique que le respect des règles de sécurité ne saurait avoir pour effet d'entraver le bon fonctionnement du marché concurrentiel. Oui, je termine. Nous continuons de penser que la sécurité ne doit pas être sacrifiée sur l'autel de la rentabilité économique. Les débats ont aussi permis d'intégrer dans ce texte la création au sein de la SNCF regroupant les 14 000 agents travaillant pour le compte de RFF et d'autre part le fait que la gestion des gares devrait aujourd'hui faire l'objet d'un traitement spécifique par la SNCF dans ses comptes et ce alors qu'aucune direction communautaire ne l'impose. Ce zèle du gouvernement français est encore plus inexplicable alors même que chacun s'accorde à penser que l'existence des services publics dans notre pays a permis d'amortir la crise économique que nous traversons. Pourtant, votre logique reste toujours la même. Cela donne, dans ce secteur pourtant si stratégique que celui des transports, le schéma suivant, on s'appuie sur les collectivités pour financer sur leur territoire les services non rentables, sous peine de les supprimer, et parallèlement, on ouvre à la concurrence les axes rentables, on développe les partenariats privés-publics, et on permet aux géants de l'immobilier de réaliser des profits colossaux. L'État, lui, se désengage, et notamment dans la loi de finances. L'aide au transport combiné ne cesse de décroître, de 35 millions cette année contre 90 en 2002. Les subventions à la FIT sont en baisse de 220 millions. La révolution verte prônée par M. Borloo dans cette Assemblée en introduction des débats sur le Grenelle ne verra donc pas le jour en 2010. À ce titre, la reprise de la dette de RFF n'est toujours pas à l'ordre du jour, même si je me félicite que ce texte prévoit que le gouvernement remette un rapport au Parlement sur cette question avant fin 2009. Il est donc urgent de le faire. Vous l'aurez au final bien compris, Mesdames et Messieurs les sénateurs, les sénatrices et les sénateurs du groupe CRCSPG ne pourront voter ce texte qui, par une logique récurrente, démantèle le service public ferroviaire. Je vous remercie. Bien. Allez, la parole est à notre collègue Monsieur Michel Teston. Bonjour Michel. Bien, toi. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, chers collègues, depuis le début de la décennie 1990, pour tenter d'enrayer le déclin du mode de transport ferroviaire par rapport au mode de transport routier, l'Union européenne a adopté un texte de base, la directive 91/440, et successivement plusieurs directives constituant 3 paquets ferroviaires relatifs respectivement aux infrastructures et à l'ouverture à la concurrence du fret d'abord, du transport international de voyageurs ensuite. La transcription en droit français d'une partie de ces directives est déjà intervenue. Ainsi, pour la séparation de la gestion de l'infrastructure ferroviaire et de celle de l'exploitation des services de transport, la France, en créant RFF, est même allée plus loin que la seule séparation comptable exigée par l'Union européenne. Un établissement public de sécurité ferroviaire a été mis en place, des spécifications techniques communes ont été mises en œuvre en matière de signalisation et pour la construction de matériel moteur pouvant capter plusieurs types de courants
électrique. Enfin, le monopole de la SNCF sur le service intérieur de marchandises a été supprimé au 1er janvier 2006. Il reste à ce jour à transcrire une série de dispositions du 3e paquet ferroviaire ainsi qu'une partie d'une directive relevant du 1er paquet. Quel est l'objet de ce projet? Ah, c'est de ce côté. Oui, mais ils ne se sont pas trompés. Hein. Quel est l'objet de ce projet de loi qui prévoit d'abord l'ouverture à la concurrence des services internationaux de transport de voyageurs à compter du 13 octobre 2009, ainsi que la possibilité, sous certaines conditions, de prendre et de déposer des voyageurs dans les gares françaises situées sur le trajet d'un service international. Par contre, le texte ne prévoit pas l'ouverture à la concurrence des services régionaux de transport de voyageurs, aucune directive européenne ne l'imposant aux États membres, ni d'ailleurs, me semble-t-il, le règlement relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route, appelé règlement OSP. Il vise aussi à créer les conditions de développement des opérateurs ferroviaires de proximité, ce qui se traduit notamment par la fin du monopole de la SNCF pour l'entretien des lignes à faible trafic réservées au transport de marchandises. Il prévoit en outre la création d'une autorité administrative indépendante chargée de la régulation, c'est-à-dire de garantir un accès équitable et non discriminatoire des opérateurs au réseau. Les 2 derniers titres du projet de loi contiennent des dispositions relatives à des concessions routières et aux conditions de travail des personnels navigants de l'aviation civile. Je rappelle, mes chers collègues, que le 9 mars dernier, le groupe socialiste a voté contre ce texte. En effet, si quelques-uns seulement, de nos amendements ont été adoptés, à savoir la certification des conducteurs de train, la réintégration dans la LOTI de l'expression service public de transport ferroviaire, ou encore l'affirmation du rôle de RFF comme gestionnaire du réseau ferré national, il n'y a pas de réelles avancées sur la question essentielle des relations entre RFF et la SNCF. Pourtant, alors que l'endettement de RFF est identifié comme la principale difficulté en matière d'investissement ferroviaire, le projet de loi ne propose aucune solution afin de rendre possible le remboursement progressif de la dette de RFF. Il convient pourtant de clarifier les relations entre RFF et la SNCF. Dès lors, pourquoi ne pas avoir profité de ce texte pour le faire et revenir sur ce que beaucoup considèrent comme le raté de la loi de 1997. En effet, principalement préoccupé par la question de la dette ferroviaire, qui risquait de léser la France dans la perspective du respect des critères de Maastricht, le législateur français avait alors négligé l'élémentaire logique. Il en a résulté une véritable usine à gaz, on en reparlera lors du prochain débat, dans la mesure où RFF se trouve contraint par la loi de déléguer l'essentiel de ses missions à la SNCF, qui est par ailleurs un opérateur ferroviaire théoriquement à égalité avec les autres. Dans les faits, l'indépendance est certes, pardonnez-moi l'expression, bruxello-compatible, mais elle n'est pas réelle, puisque des relations commerciales contraintes lient les 2 entités, relations commerciales qui interpellent. Dans son rapport sur l'organisation ferroviaire, notre collègue Hubert Haenel
parle même, je le cite, d'un constat de carence de l'État en matière de gouvernance et de financement du système ferroviaire. Fin de citation. D'autres rapports apportent leur pierre au diagnostic d'extraordinaire complexité du système français et parfois des pistes de solutions. Le rapport de la Cour des comptes d'avril 2008, intitulé, je cite, « Le réseau ferroviaire, une réforme inachevée, une stratégie incertaine », fin de citation, et le rapport d'information numéro 875 d'Hervé Mariton, publié en mai 2008, intitulé, je cite, « Les péages ferroviaires, pourquoi faire ?» fin de citation, s'accordent sur les mêmes constats. L'urgence est à l'adoption de dispositions de simplification et au remboursement de la dette de RFF. À l'instar de ce qui a été fait en Allemagne, en Autriche et en Italie, la meilleure solution consisterait, à notre sens, à la mise en place d'une organisation où le gestionnaire du réseau serait une filiale de la SNCF. Cette organisation, qui paraît bien fonctionner dans les États précités, suppose cependant que l'État reprenne la dette de RFF, près de 28 milliards d'euros aujourd'hui, faute de quoi celle-ci apparaîtrait dans les comptes consolidés de l'ensemble, avec de lourdes conséquences, tant bien sûr pour RFF que pour la SNCF, et ce dans un contexte caractérisé par la concurrence. Ceci m'amène à la principale critique de notre groupe à l'égard de ce texte. Nous considérons, Monsieur le Ministre, que ce projet, comme la directive qu'il a pour objet de transposer, est inspiré par l'idée qu'il n'y a pas de salut pour les services internationaux de transport de voyageurs en dehors de la concurrence. Comme si la qualité du service ou encore la productivité étaient systématiquement liées à l'ouverture à la concurrence. Mais qui peut le croire? Or, force est de constater que les arguments sont rares pour justifier l'ouverture à la concurrence des services de transport de voyageurs. Pourtant, cette marche forcée, amorcée au début des années 1990, n'a jamais été remise en question, et ce malgré les expériences peu concluantes de quelques pionniers en la matière. Je pense en particulier à la Grande-Bretagne, qui a d'ailleurs depuis fait un peu machine arrière. En outre, comme l'illustrent les nouvelles lignes directrices communautaires sur les aides d'État aux entreprises ferroviaires du 22 juillet 2008, cette libéralisation s'accompagne de tant de dérogations et autres entorses au principe de libre concurrence, inhérentes aux besoins du secteur, allant du financement des infrastructures ferroviaires à l'aide à l'achat et au renouvellement du matériel roulant, en passant par l'annulation de dettes, la restructuration de branches fret ou encore les aides pour la correction d'externalités négatives, que sa justification originelle est devenue difficile à défendre. À l'avenir, avec le dispositif qui nous est proposé, on pourrait bien assister à un écrémage des lignes considérées comme rentables, avec une forte concurrence sur ces quelques linéaires, où si les prix baissent, la qualité des services baissera probablement aussi. Quant à l'emploi, il ne pourra qu'en pâtir. Les opérateurs historiques risquent bien d'être en difficulté, alors même qu'ils devront continuer à assurer le transport international de voyageurs sur les autres lignes, c'est-à-dire celles peu ou pas rentables. L'ouverture à la concurrence n'est donc pas la solution à retenir pour développer les services internationaux de voyageurs. Les membres de notre groupe considèrent qu'il existe une autre voie, écartée par l'Union européenne sur l'autel du libéralisme. Cette voie était et demeure l'incitation à la coopération entre les grands opérateurs ferroviaires. Ces derniers l'ont d'ailleurs bien compris, ce qui explique
leur rapprochement en vue d'offrir des services qui, dans l'ensemble, fonctionnent bien. Ces services, tout le monde les connaît. Il suffit donc de les rappeler. Eurostar, Thalys, Lyria, Aléo, Artesia et Ellipsos, partenariat de la SNCF avec tous les autres grands réseaux européens installés dans les États qui sont situés autour de notre nation. Alors j'en viens à l'apport, si on peut dire, de l'Assemblée nationale à ce texte. L'Assemblée nationale a adopté un certain nombre de nos modifications au projet de loi, un certain nombre de modifications, pas de nos modifications, au projet de loi, qui sont bien loin de répondre à notre attente, à l'exception toutefois de la nouvelle rédaction de l'article 3A, qui prévoit qu'avant la fin de l'année 2009, le gouvernement doit remettre au Parlement un rapport présentant les solutions proposées pour le remboursement de la dette de RFF. Nous avions ici même déposé un tel amendement et à la demande du rapporteur et du ministre, nous avons accepté que notre amendement passe, mais il a été largement édulcoré par les propositions de la Commission et du ministre, et donc nous considérons que l'Assemblée nationale a été, en la matière, plus audacieuse que la majorité sénatoriale, qui n'a pas suivi totalement notre amendement. Mais la principale modification votée à l'Assemblée nationale est liée à l'adoption, nuitamment, le 22 septembre, d'un amendement gouvernemental qui transfère les actifs du STIF à la RATP, ou du moins une partie de ces actifs, et qui place celle-ci dans une situation délicate, quoi que vous en ayez dit, Monsieur le Ministre, par rapport au règlement OSP relatif aux services publics de transport de voyageurs par chemin de fer et par route. Cet amendement a en outre été adopté en totale violation des droits du Parlement, puisqu'introduit devant l'Assemblée nationale alors que la lecture au Sénat avait déjà eu lieu et que la déclaration d'urgence privait celui-ci de toute possibilité d'examiner cette disposition avant la commission mixte paritaire. Il y a d'ailleurs, et nous le verrons lors du vote sur les articles tout à l'heure, qu'il y a toute une série d'articles qui ont été rajoutés sur lesquels le Sénat n'a pas eu à se prononcer. Lors de la commission mixte paritaire du 27 octobre, les parlementaires socialistes et CRC ont défendu des amendements pour la suppression de la disposition relative au STIF et à la RATP, amendements qui proposaient en particulier de procéder à un recensement des biens et des actifs de manière transparente et paritaire, de manière à pouvoir formuler les propositions les plus adaptées au regard de l'efficacité du réseau et de l'équilibre budgétaire des différentes entités concernées. J'aurais tendance à dire peine perdue. Nous avons essayé, les parlementaires de gauche qui étaient présents, députés, sénatrices et sénateurs, d'obtenir satisfaction. Ces amendements ont été rejetés, systématiquement. Alors, au terme de l'examen de ce texte par le Parlement, examen qui ne nous satisfait pas puisque c'est un texte qui a été examiné en procédure accélérée, nous faisons le constat que ce projet de loi ouvre à la concurrence les services internationaux de transport de voyageurs, en application d'une directive européenne, certes. Ceci ne nous empêche pas d'être d'un avis opposé, parce que, comme je l'ai expliqué lors de l'examen du texte, ici, lors des explications de vote le 9 mars dernier, parce que nous sommes convaincus que le développement du transport ferroviaire de voyageurs passe
par la coopération entre les grands opérateurs historiques et pas du tout par une concurrence sauvage entre eux. Par ailleurs, ce texte n'apporte aucune vraie réponse à la question pourtant essentielle de la résorption de la dette de RFF. Enfin, nous n'acceptons pas la manière dont le Sénat a été privé, du fait de la déclaration d'urgence, de la possibilité d'examiner l'amendement gouvernemental introduit à l'Assemblée nationale après lecture au Sénat. Je fais référence, bien sûr, à cet amendement relatif à la RATP et au STIF. Et par ailleurs, nous sommes, vous l'avez compris, totalement opposés à son contenu. Alors, je ne vous surprendrai pas en vous disant que nous ne voterons pas ce projet de loi, que nous voterons contre ce projet de loi. Nous pensons, au-delà même de ce projet lui-même, qu'il dépend d'un choix qui a été fait au niveau de l'Union européenne, un choix qui est celui de séparer les infrastructures de l'exploitation, avec toutes les conséquences que cela comporte. Je fais simplement remarquer que les chemins de fer japonais, qui ont certainement le meilleur réseau de trains de voyageurs au monde, n'ont pas fait ce choix, que les Américains, en matière de fret, qui ont un bon réseau, n'ont pas fait ce choix. J'ai véritablement l'impression que, depuis un certain nombre d'années, bon nombre de décideurs européens se sont trompés. Mais malgré tout, puisque nous sommes socialistes, nous restons optimistes. Optimistes qu'un jour, l'Union européenne sera capable de faire des choix qui permettent de développer réellement le chemin de fer en Europe. C'est aussi logique par rapport à ce que font tous les États. Nous ne sommes pas les seuls. Nous sommes engagés dans le Grenelle de l'environnement. Et donc nous restons optimistes pour l'avenir. Un jour, nous en sommes certains, on pourra bâtir un système ferroviaire intégré qui reposera sur la coopération entre les réseaux et qui répondra réellement à l'attente des Européens. La parole est à Monsieur Yvon Collin. Bonjour Yvon. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous voici parvenus au terme de l'examen d'un projet de loi qui, en dépit des apparences de technicité parfois trompeuses, recèle finalement de véritables enjeux pour l'avenir immédiat de nos principaux modes de transport. Ce texte devait permettre de mieux mettre en valeur notre mode de transport ferroviaire, outil fondamental du développement économique et du désenclavement de nos territoires et, à plus forte raison, des territoires ruraux. La question des transports est vaste, car elle a trait non seulement à la mobilité, mais aussi à l'accessibilité, à la fracture territoriale et aux enjeux environnementaux. Le secteur des transports mobilise des moyens colossaux et les efforts en sa faveur devront être amplifiés, même dans un cadre libéralisé. En effet, cette libéralisation est sans doute, elle est redoutée, et ce n'est pas que pour des raisons idéologiques. On peut en effet souhaiter la concurrence, lorsque celle-ci contribue à diversifier l'offre et à faire baisser les tarifs pour les usagers. Mais ne nous leurrons pas, aucun partenaire privé ne s'occupera des lignes peu rentables qui ont pour seule vocation de répondre aux soucis légitimes d'aménagement du territoire. Et nous savons bien que l'État et les collectivités locales seront toujours sollicités dans leur rôle de régulateur. C'est la raison pour laquelle, en vérité, notre pays a transposé les directives européennes ad minima.
Le projet souffre d'autre part d'un manque d'ambition avec le schéma global des transports, l'absence d'évaluation et d'études d'impact. Nous disposions pourtant de 3 ans de recul pour examiner les effets de la transposition d'une directive. Les préconisations du Grenelle de l'environnement auraient dû amener la CMP à plus de volontarisme dans le domaine des transports propres. Ce texte nous donne donc, Monsieur le Ministre, peu de satisfaction par rapport aux espoirs et par rapport aux attentes qu'il aurait dû susciter. Or, on nous a affirmé que la libéralisation et l'ouverture à la concurrence augmenteraient le transport modal de la route vers le rail. Or, rien ne permet de soutenir cette information. En l'état actuel, une entreprise qui se situe sur le plan géographique à l'écart des grandes lignes aura nécessairement recours à des moyens de faible livraison, au mode de transport le plus fiable et le moins cher, ce qui n'est pas le cas du service de transport par wagon isolé, devenu extrêmement coûteux, mais aussi très aléatoire. Je regrette également que le texte ne prenne pas réellement en compte le principe de compensation des communes traversées par les lignes à grande vitesse, comme nous le souhaitions ici tous. Il aurait été très significatif de donner un signal important en matière d'aménagement du territoire. Ce sont principalement les petites communes qui auraient été concernées par cette motivation. Comment, dans un cadre totalement concurrentiel, la survie des lignes dédiées au principe d'aménagement du territoire, Monsieur le Ministre, sera-t-elle garantie? Le texte issu des travaux de la CMP ne répond pas, à l'évidence, à cette interrogation. Beaucoup de questions, d'autre part, agitent les élus, car la mobilisation des usagers contre les fermetures de gares n'est pas un mince combat. Pour beaucoup, c'est le combat d'une vie, la gare demeurant un symbole de l'enracinement des hommes sur un territoire. Nous devions rechercher l'excellence pour nos territoires. Celle-ci passait par le désenclavement et l'accessibilité sans lesquels il n'y a pas d'activité touristique ou économique possible. Aujourd'hui, nous restons, Monsieur le Ministre, sur notre faim. Certes, le développement des lignes à grande vitesse est vital, nous le savons bien, mais les lignes secondaires demeurent malheureusement les grandes oubliées de la politique gouvernementale et nous le regrettons. À l'instar de mes collègues du groupe socialiste et communiste, il ne me semblait pas du tout, mais alors pas du tout, opportun de faire passer en catimini à l'Assemblée nationale un amendement gouvernemental tendant à modifier profondément l'organisation des transports publics d'Île-de-France sans même que le Sénat puisse l'examiner, sans concertation préalable, sans même que notre Assemblée ne se prononce du fait de la détestable procédure accélérée. Un nouveau règlement devrait entrer en vigueur dès le 3 décembre prochain. Le capital du STIF serait transféré à la RATP sans demander l'avis des syndicats, ni de la région, ni de la ville de Paris, ni des départements. Bonjour la concertation. Les modalités d'adoption de cet amendement ont fait l'effet d'une bombe devant les élus de droite comme de gauche, sans même parler du fond. C'est la méthode elle-même qui est condamnable. Et d'ailleurs, je remercie notre rapporteur Francis Grignon de l'avoir lui-même rappelé. Néanmoins, le principal apport du projet de loi est la création d'une autorité administrative indépendante de régulation des activités ferroviaires. La notion d'encadrement et de régulation prend en effet tout son sens aujourd'hui. Cette autorité veillera à garantir le libre accès au réseau. C'est un élément positif qu'il convient sans nul doute de souligner. L'autorité de régulation des activités ferroviaires pourra non seulement instruire les plaintes des différents acteurs du secteur, mais aussi prendre l'initiative d'enquête ou d'investigation. Dotée d'un pouvoir de sanction, elle pourra également infliger une amende pouvant représenter jusqu'à 5% du chiffre d'affaires de l'opérateur. Enfin, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je conclurai mon propos par quelques observations relatives aux dispositions touchant à l'aviation civile, un secteur auquel je suis particulièrement sensible de par ma fonction de rapporteur au Sénat du budget de l'aviation civile. En première lecture, j'avais déposé un amendement visant à définir la notion de mission
d'en préciser le contenu, mais également de s'assurer, dans le respect des mesures prises pour assurer la sécurité du vol, du respect des droits des passagers, afin que ces derniers puissent être rapatriés en cas de nécessité, et ce, dans les meilleurs délais. Le texte de la CMP propose une solution alternative à ma proposition. Sans définir la mission, il dispose que, dans le respect des mesures prises pour assurer la sécurité des vols, le personnel navigant est tenu, sauf cas de force majeure ou d'impossibilité médicale, d'assurer son service programmé entre 2 passages à l'une des bases d'affectation. Il s'agit là d'un compromis raisonnable auquel finalement je peux me rallier. Néanmoins, mes chers collègues, en dépit des quelques avancées techniques du texte, mais très insatisfaisantes par le manque cruel de mesures liées à l'aménagement du territoire et au désenclavement de notre pays, la grande majorité des membres de mon groupe ne peut approuver ce projet à l'issue de la CMP. Aussi, pour les motifs que je viens de développer, tout particulièrement en raison des dispositions sur le STIF, dispositions dont nous ne partageons ni le fond ni la forme dont elles ont été introduites dans le texte, eh bien, ceux d'entre nous qui s'étaient abstenus lors du passage de ce texte devant le Sénat voteront cette fois-ci contre les conclusions de la CMP. Je vous remercie de votre attention. La parole est à Monsieur Michel Bécaud. Bonjour Michel. Président. Attendez, je vais le remettre moi à droite, c'est plus facile. Monsieur le Président, Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous allons voter un texte dont nous n'avons rien à craindre, je dirais tout à gagner. Dans le droit fil du Grenelle de l'environnement, il organise une concurrence régulée dans le but de développer les transports ferroviaires. Il développe les transports en commun, il renforce la puissance du transport maritime. Issu de la transposition d'une directive européenne visant à réguler la concurrence, ce texte est devenu, grâce notamment aux travaux du Sénat, un texte fondateur en matière de transport. Ce projet de loi comprend des dispositions ayant trait au transport ferroviaire et guidé, au transport routier, au transport aérien et au transport maritime. Il s'inscrit dans une période de mutation importante des transports en France comme en Europe. Je veux souligner à cet égard que ce texte intervient dans un contexte particulièrement favorable au fret ferroviaire, puisque le Président de la République a souhaité engager un programme sans précédent de 7 milliards d'euros en vue de la création d'un réseau d'autoroutes ferroviaires et d'un réseau de fret à grande vitesse. Le fil conducteur de la future loi est clair, l'ouverture à la concurrence du secteur des transports et à sa nécessaire régulation. Au terme des paquets ferroviaires européens successifs, les infrastructures ferrées sont entrées dans le champ concurrentiel en 2001. Le transport ferroviaire de fret est ouvert à la concurrence depuis le 1er avril 2006, et les services de transport international de voyageurs doivent l'être au plus tard au 1er janvier 2010. À ce stade, Monsieur le Ministre, nous devons insister sur un point qui me paraît absolument majeur. Il ne faut pas se dissimuler derrière l'Union européenne au motif que celle-ci nous impose une concurrence que nous serions contraints de subir. La concurrence n'est pas une chose nocive ou honteuse, venue de Bruxelles pour dégrader nos modes de transport. Elle présente des avantages indéniables pour le développement des transports au profit des clients et de tous les voyageurs. Cela est vrai pour les transports aériens, mais également pour le transport ferroviaire de fret. Songeons aux perspectives que le fret ferroviaire ouvre à notre pays. Il n'y a aucune raison de douter que l'ouverture à la concurrence permettra de développer le transport international des voyageurs en suscitant la création de nouveaux services, de nouvelles activités et de nouveaux emplois. De la même façon, nous sommes favorables à l'ouverture à la concurrence aux transports ferroviaires régionaux de voyageurs qui a très bien fonctionné en Allemagne.
Les modalités doivent évidemment en être précisées. Nous attendons avec beaucoup d'intérêt le rapport de notre collègue Francis Grignon sur ce sujet qui devrait permettre de proposer des solutions aux vrais problèmes posés. Je pense au devenir des personnels ou à la propriété des matériels roulants. La France entend respecter ses engagements et obligations communautaires et ce projet vise à transposer l'ensemble des textes applicables au secteur ferroviaire. Ce mouvement de libéralisation constitue une chance à l'échelle européenne, tant pour la SNCF que pour l'ensemble des entreprises françaises. En ce qui concerne l'ouverture à la concurrence dans les transports guidés, nous soutenons les adaptations nécessaires pour mettre l'organisation des transports franciliens en conformité avec le règlement européen relatif aux services publics de transport de voyageurs par le chemin de fer et par la route, notamment la redéfinition des relations entre le STIF et la RATP. Si nous ne rejetons pas l'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire, nous souhaitons en revanche qu'elle s'effectue dans des conditions équilibrées et parfaitement transparentes. L'ouverture impose l'institution d'un dispositif de régulation efficace à même de garantir l'accès libre et non discriminatoire au réseau ferré national de tous les opérateurs, qu'il s'agisse d'entreprises ferroviaires historiques ou des PME ferroviaires qui sont des opérateurs ferroviaires de proximité. Le texte crée donc une autorité administrative indépendante, autorité de régulation des activités ferroviaires, véritable clé de voûte d'une nouvelle gouvernance de ce secteur. Je souhaite là encore insister sur le fait que cette autorité, qui jouera un rôle de première importance dans le fonctionnement de notre système ferroviaire, n'exonère en rien l'État de ses responsabilités. Je pense à celle fondamentale qui consiste à veiller à ce que l'organisation du système ferroviaire favorise une concurrence sans discrimination. À cet égard, la gestion des signaux et la gestion des gares sont deux éléments clés en la matière sur lesquels un équilibre satisfaisant a été trouvé et nous nous en félicitons. Ainsi, la réforme participera à la nécessaire restructuration de l'activité de fret de la SNCF, réforme primordiale tant pour l'entreprise que pour la tenue des engagements du Grenelle de l'environnement. L'une des priorités du Grenelle est en effet le report vers des modes de transport peu polluants et plus respectueux de l'environnement. L'ouverture à la concurrence du transport ferroviaire est aujourd'hui une réalité. Le paysage ferroviaire est en train de se modifier en profondeur. Son développement doit répondre à de nouveaux enjeux. Il s'ouvre à la concurrence et à l'arrivée de nouveaux entrants. Il incite à faire évoluer l'organisation de notre système de transport. Ce projet de loi répond à des défis tout en s'inscrivant concrètement dans les objectifs du Grenelle de l'environnement. Ce texte permettra de développer des activités ferroviaires au plan national et international. Notre expérience en matière ferroviaire se verra confortée et bénéficiera au secteur tout entier. J'ai surtout évoqué les dispositions relatives au transport ferroviaire. Cependant, d'autres dispositions sont aussi attendues par les professionnels. Ainsi, plusieurs articles insérés par le Sénat concernant le transport routier des marchandises, la marine marchande et le transport aérien. Ce projet de loi est donc complet. Il permet à notre pays de respecter les normes européennes. Il organise et régule le transport ferroviaire de manière pragmatique et apporte des garanties supplémentaires aux voyageurs. Il est inscrit résolument dans nos transports dans le XXIe siècle. Avant de terminer mon propos, je tiens à remercier bien sûr le président de la Commission de l'économie, le président Émorine, et le rapporteur Francis Grignon, qui a porté avec compétence ce projet très technique. Je veux souligner, monsieur le rapporteur, l'excellence de votre travail sur ce texte. Je vous remercie également pour votre grande écoute, monsieur le ministre. Le groupe UMP soutiendra donc ce texte avec enthousiasme et avec clairvoyance. Merci. Bon, mes chers collègues, la discussion générale est close. Nous passons à la discussion du texte élaboré par la commission mixte paritaire. Je rappelle qu'en application de l'article 42, alinéa 12 du règlement, premièrement, aucun amendement n'est recevable
sauf accord du gouvernement. Deuxièmement, le Sénat étant appelé à se prononcer avant l'Assemblée nationale, il statue par un seul vote sur l'ensemble du texte. Alors, sur les articles 1 à 28 bis, je ne suis saisi d'aucun amendement, mais par contre, je suis saisi d'un certain nombre de demandes de parole. Alors, à l'article 1er, Madame Bernadette Bourzet. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, ce texte réécrit les grandes lignes des cadres de la perception des redevances perçues pour l'accès et les autres prestations, autrement dit les péages. Une première réforme des péages de RFF avait pourtant été adoptée par décret le 20 novembre dernier, mais en catimini et sans débat public. Aussi, je vous demande laquelle des deux réformes était la plus importante, celle qui nous a été soumise à discussion dans ce texte ou celle qui avait été adoptée par décret un mois avant l'ouverture de la discussion parlementaire. Si plusieurs options faisaient consensus, les modalités techniques de la réforme vont avoir des incidences considérables, notamment pour les régions. Certes, le constat est partagé. En 2007, les recettes des péages s'étaient élevées à 2,7 milliards d'euros, alors que le coût complet de l'infrastructure se montait à 6,2 milliards d'euros environ par an. Le décret avait entériné une réforme des péages devenue inéluctable. Les redevances sont désormais de trois sortes: la redevance d'accès, la redevance de réservation et la redevance de circulation. Le problème, c'est que rien, ni dans le décret, ni dans le texte sur lequel nous sommes amenés à nous prononcer aujourd'hui, ne permet de s'assurer que la réforme préserve la situation des collectivités et des lignes les plus fragiles, les moins rentables, en particulier dans les zones rurales à faible densité de population ou les zones de montagne. Permettez-moi donc de me faire l'écho des inquiétudes exprimées par l'Association des régions de France en avril 2008, en rappelant que, je les cite, « Les régions ne sauraient supporter le coût de l'entretien et de la modernisation du réseau ferré au-delà des sommes qu'elles y consacrent actuellement. Les régions demandent que les modalités de financement prévoient un mécanisme de compensation pour les régions finançant des opérations d'investissement qui permettent de réduire les coûts d'entretien et un mécanisme de péréquation qui permette de maintenir les lignes à vocation d'aménagement du territoire. Pour les régions, la nouvelle architecture des péages est certes moins mauvaise que la précédente, mais l'augmentation des tarifs, couplée à une compensation réduite à l'existant via la dotation générale de décentralisation, nous fait craindre le pire. Si seulement le gouvernement avait traduit concrètement le principe de péréquation contenu dans la directive 2007/58/CE, mais il n'en est hélas rien, et voilà une fois de plus la démonstration que ce n'est pas entre guillemets la faute à l'Europe, mais bien celle du gouvernement national. Le gouvernement veut tout, mais ne se donne les moyens de rien, quitte à les faire supporter aux collectivités territoriales et au final aux contribuables locales et régionales. Ce texte aurait pu être l'occasion d'explorer de nouvelles pistes et vous n'en avez rien fait, alors que ce sujet avait fait l'objet de nombreux débats depuis plusieurs années. C'est là une occasion manquée, c'est pourquoi nous voterons contre. La parole est à Monsieur Jean-Claude Danglot. Monsieur Vera. Ah, Monsieur Vera. Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, nous regrettons, malgré nos appels répétés, que vous fassiez le choix d'ouvrir à la concurrence le transport ferroviaire de voyageurs, alors même qu'aucun bilan n'a été réalisé sur les précédentes directives de libéralisation. Nous considérons que la libéralisation du transport de voyageurs n'est pas une question anodine. Elle mérite donc mieux qu'une lecture en urgence au sein de nos assemblées. En effet, les dispositions contenues dans cette loi posent directement la question du maintien d'un service public des transports, comme en témoigne votre volonté
de modifier l'intitulé de la section 1 du chapitre 1 du titre 2 de la LOTI, où la notion de service public disparaît. Se pose également la question du maintien de l'opérateur public, la SNCF, puisque nous voyons là encore les prémices d'un découpage de son activité, notamment avec la séparation comptable de la gestion de l'infrastructure et de l'exploitation des services de transport, ainsi que l'isolement des gares au sein de son activité. Pour notre part, nous considérons que le modèle d'une entreprise intégrée est un atout pour notre pays et un gage pour la sécurité. La mission de service public confiée à la SNCF risque finalement d'être menacée par cette ouverture à la concurrence, surtout si la notion de cabotage fait l'objet d'une lecture extensive par l'ARAF. En effet, il est à craindre que les nouveaux opérateurs ne s'emparent de lignes rentables, comme celle du TGV, et que la SNCF, n'ayant plus les ressources nécessaires pour effectuer une péréquation entre les activités rentables et celles qui le sont moins, n'abandonne progressivement, et c'est d'ailleurs ce qui est en train de se passer pour le fret ferroviaire, les lignes jugées moins rentables. Une telle dérive remettrait gravement en cause la présence sur l'ensemble du territoire d'une offre de transport. C'est la notion même de service public qui serait donc mise à mal. Nous sommes également perplexes quant aux bénéfices de cette ouverture à la concurrence pour les usagers. En effet, les entreprises privées sont là pour faire des bénéfices et ne sont pas dépositaires de missions de service public. Il faudra donc que l'offre qu'elles proposent soit suffisamment rentable pour leurs actionnaires. La concurrence risque donc de se porter notamment sur les normes sociales pour les personnels des entreprises. Et à ce titre, nous savons bien que les mécanismes de dumping social sont devenus monnaie courante au sein de l'Union européenne et constituent d'ailleurs le principal avantage concurrentiel de la route sur le rail. Cette libéralisation fait également peser des risques sur la sécurité des usagers. En effet, il est à craindre que les nouveaux entrants ne rognent sur les normes minimales de sécurité qu'ils considèrent comme un coût. Au demeurant, nous l'avons rappelé lors de la présentation de notre motion tendant à opposer la question préalable, il est intéressant de constater la frilosité des opérateurs privés qui craignent de voir des normes techniques de sécurité trop contraignantes s'appliquer à eux et qu'ils considéreraient comme des entraves à leur compétitivité. On risque donc de voir les exigences de rentabilité financière prendre le pas sur la réponse aux besoins et à la sécurité des circulations. Sur le fond et dans l'esprit des objectifs du Grenelle de l'environnement, ajouter une concurrence interne au rail, en plus de celle qui s'exerce avec la route, n'est pas de bon augure pour les missions confiées à la SNCF au vu du développement de l'offre de transport et donc dans l'objectif du rééquilibrage modal. Le groupe CRC-SPG propose pour sa part un autre modèle pour une Europe ferroviaire fondée sur les coopérations, l'élévation des conditions sociales des travailleurs, la sécurité des circulations et des investissements publics afin de développer durablement le ferroviaire et de participer au rééquilibrage multimodal et au maillage territorial. La parole est à Madame Bariza Chiari. Merci, Monsieur le Président, mes chers collègues. Cet article 1er propose d'ouvrir à la concurrence les transports internationaux de voyageurs. Aujourd'hui, la transcription que vous proposez concerne le 3e paquet qui touche au cœur du sujet, le transport de voyageurs, avec l'ouverture à la concurrence au 1er janvier 2010, c'est-à-dire demain. Toutefois, depuis les premiers débats, 2 changements importants ont eu lieu. Il modifie la LOTI sans même prévoir le minimum des garanties que permettrait pourtant d'envisager la transposition de la directive à la lettre. D'ailleurs, c'est devenu une habitude pour ce gouvernement d'omettre de transposer les éléments les plus intéressants des directives européennes. Pour ce texte, vous avez omis de traduire les principes de la péréquation entre les lignes rentables et les lignes moins rentables. Vous vous êtes fait prier pour la mise en place du permis de conduire européen et s'agissant de l'ouverture au trafic voyageurs international, vous omettez d'en encadrer l'exercice. D'abord, la crise économique qui touche tous les pays a asséché les finances publiques et remis en cause le marché qui parfois se trompe, ne vous en déplaise.
Ensuite, le règlement européen sur les obligations de service public, adopté le 23 octobre 2007 par le Parlement européen et le Conseil, modifie sérieusement les perspectives. Ce règlement a le mérite de poser la principale question que nous devons avoir à l'esprit avant d'examiner votre texte: comment concilier les règles de la concurrence avec le maintien du service public? Or, cette question, vous ne vous la posez pas. Vous libéralisez encore plus qu'on vous ne le demande. Nous commençons à avoir du recul sur la mise en concurrence de réseaux avec les télécoms, le gaz, l'électricité, le fret. Nous savons que les secteurs et services attrayants, rentables, attirent sans problème les opérateurs, mais aussi que dans les zones éloignées, moins denses, les zones grises ou blanches, personne ne se précipite, il y faut de l'argent public pour réparer, pour compenser. Qui, sur ces bancs, n'a jamais fait d'intervention pour que dans sa circonscription, les opérateurs de téléphonie mobile ou de haut débit desservent l'ensemble des habitants? Depuis les années 80, nous avons l'exemple même de ce qu'il ne faut pas mettre en œuvre dans les transports ferrés, celui de l'Angleterre de Madame Thatcher. L'ouverture totale à la concurrence, la privatisation avec une desserte sans coordination a laissé un goût amer aux usagers qui ont beaucoup souffert au prix de la vie de certains d'entre eux, et ils ont peu gagné. En effet, les transports, le rail en particulier, ont besoin d'une autorité organisatrice nationale, régionale ou locale pour définir un schéma d'ensemble d'aménagement du territoire avec un maillage cohérent et répondant aux besoins des habitants, y compris sur les lignes moins rentables, équilibrer les comptes par péréquation entre les lignes. Nous sommes contre ce qui s'apparente aujourd'hui à l'amorce d'un démantèlement du réseau ferré. C'est pourquoi je confirme bien volontiers que nous voterons contre. Alors, pour l'article 2, Monsieur Martial Bourquin. Monsieur Teston. Il y a de l'abus, là, aujourd'hui, hein? Aujourd'hui, Monsieur le Président, tout le monde a envie de s'intéresser au ferroviaire et j'en suis ravi. L'article 1er nous propose de consacrer par la loi le principe de la séparation comptable entre la gestion de l'infrastructure et l'exploitation des services de transport, ce contre quoi nous nous sommes toujours élevés. En d'autres termes, la loi du 13 février 1997 qui crée Réseau ferré de France avait surtout pour objectif de supprimer la dette de la SNCF pour la faire porter au nouvel établissement. C'est pourquoi, à notre sens, il était impensable de dissocier l'examen du présent texte du débat sur le système ferroviaire français en général et sur le bilan négatif de la réforme de 1997 en particulier. Le problème est que ce débat, nous ne l'avons pas eu, il a été complètement éludé, le gouvernement n'a pas souhaité que ce débat ait lieu. Il serait pourtant possible de faire de RFF une filiale de la SNCF. En Allemagne, le gestionnaire du réseau, qui s'appelle DB Netz, appartient à 100% à la Deutsche Bahn AG, société dont le capital est détenu par l'État. Un tel scénario est possible et il serait d'autant plus envisageable que le schéma qui avait été pensé en l'absence de toute autorité indépendante de régulation devient obsolète le jour de la création d'une telle autorité. Aucun obstacle juridique ne s'opposerait à une filialisation de RFF aujourd'hui. Reste que les esprits sont marqués par des relations très compliquées entre RFF et son gestionnaire délégué. Au terme de la loi de 1997 et de son article 1er, au plus tard le 31 décembre 2008 et tous les 2 ans, le gouvernement présente au Parlement un rapport sur l'évolution des relations entre Réseau ferré de France et le gestionnaire d'infrastructures délégué. À ce jour, aucun rapport n'a été diffusé. Monsieur le ministre, a-t-il été même rédigé? Un rapport qui devrait forcer le gouvernement à se prononcer sur une situation qu'il a lui-même créée et dont il ne parvient pas à sortir. Pourtant, en la matière, les idées ne manquent pas. Notre collègue Hubert Haenel a rendu un rapport dans lequel il propose de créer une nouvelle entreprise
qui exerceraient les missions dévolues à RFF est effectué par des agents SNCF, le NCF. Alors tel n'est pas notre avis. Il nous semble que notre collègue Enel contourne le problème. Il propose la création d'une filiale non pour répondre à une stratégie industrielle cohérente, mais dans une logique d'évitement des conflits sociaux susceptibles de survenir en cas de changement. Ceci étant, ce dispositif rendrait encore plus complexe le fonctionnement du système ferroviaire français. Donc nous sommes bien entendu pour une autre solution, celle que j'ai décrite précédemment. En matière sociale, et à l'exception de la mesure adoptée sur notre proposition de créer un permis de conduire les trains, qui a été toutefois amoindri à l'Assemblée nationale, ce texte, à notre sens, prépare clairement un nivellement par le bas. En outre, je rappelle que nous sommes opposés à l'ouverture à la concurrence des services internationaux de transport de voyageurs, opposés aussi parce que le cabotage, c'est-à-dire la possibilité pour les entreprises ferroviaires exploitant un service international de transport de voyageurs d'assurer des dessertes intérieures, nous paraît insuffisamment encadré. Et à ce sujet, l'Assemblée nationale a moins encadré encore ce dispositif que ne l'avait fait le Sénat. Voilà de nombreuses raisons pour voter contre cet article. Et nous poursuivons. Madame Mireille Cherche, vous avez la parole. Et tout à l'heure, vous avez dépassé de 5 minutes, hein, Madame Cherche. Vous allez un peu plus vite. Je vais donc enlever quelques minutes, Monsieur le Président. 5 minutes. Monsieur le Président, merci. Monsieur le Ministre, mes chers collègues, je souhaite par cette intervention poser une nouvelle fois la question du wagon isolé. En effet, que ce soit lors de la première lecture de ce texte ou lors de l'examen de l'article 10 du projet de loi de programmation relatif à la mise en œuvre du Grenelle de l'environnement, j'avais défendu 2 amendements sur ce thème. D'abord, j'avais proposé que l'on inscrive à cet article 10 de cette loi de programme que le transport de marchandises participe de l'intérêt général et revêt un caractère prioritaire relayant une partie des conclusions du Grenelle de l'environnement qui prévoit sans aucune ambiguïté que le développement du fret ferré, maritime et fluvial est déclaré d'intérêt général et inscrit dans la loi d'orientation des transports intérieurs. Le gouvernement et la commission des affaires économiques avaient en séance publique le 29 janvier 2009 émis des avis défavorables sur ces amendements au motif que ceux-ci concernaient les wagons isolés dont nous discuterions une semaine plus tard dans le cadre du projet de loi relatif à l'organisation et à la régulation des transports ferroviaires. Malheureusement, lorsque j'ai posé cette question en première lecture, aucune réponse ne m'a été apportée. Le gouvernement a eu beau nous expliquer que l'intérêt général n'était pas un concept assez précis, je continue pour ma part de penser, et je ne suis pas la seule, que la notion d'intérêt général constitue le socle du pacte social et que sa définition relève purement et simplement de la puissance publique. Ensuite, j'avais demandé que l'on insère toujours à l'article 10 de la loi programme que la SNCF reste engagée sur le trafic ferroviaire de wagons isolés. Je vous l'ai dit maintes fois, sur un territoire comme l'Auvergne, par exemple, l'état catastrophique Vous venez de suivre une partie de la lecture des conclusions de la commission mixte paritaire sur le projet de loi relatif au transport ferroviaire. Tout de suite, le journal de 18h présenté ce soir par Emmanuel Kessler. Je vous donne rendez-vous à 18h30 pour l'examen du projet de loi sur la Poste. À tout à l'heure, 18h30.